on est tout de même, et pour avoir fait tes études et pour être en permanence confronté, on est quand même dans un monde de l'écrit, notamment dans ton métier, hein. Alors, je ne suis pas du tout juriste, hein, et je n'ai pas fait d'études de droit, mais j'imagine, hein, avec tous les textes de loi, les lois, bon, bref. On est donc dans un monde de l'écrit où toute communication maintenant est réalisée par des procédures, par des mails. Moi, j'aimerais te poser la question, pour toi, quelle est la place? Quelle est la place et quelle est l'importance de l'éloquence dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? Alors, merci Bruno. C'est une question fondamentale, une question de société, une question qui touche essentiellement notre profession, surtout du fait du Covid. Il y a deux difficultés. D'abord, que le retard pris avec le confinement qui a empêché de plaider, qui a empêché de rencontrer ses clients, qui a donc mis tout en visio plutôt qu'en présentiel, a transformé les relations humaines. Donc ça, c'est une première difficulté qui a brisé un peu la logique de l'éloquence qui doit présider dans le métier d'avocat. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que la technicité de notre société, la robotisation, l'importance du numérique fait que de plus en plus, malheureusement, c'est l'écrit qui prime sur l'oral. Et donc, pour quelqu'un comme moi, c'est vrai que je suis un ardent défenseur de la plaidoirie, de l'art de convaincre, de la volonté de plaider, de la volonté de débattre, de dialoguer. Alors, pour répondre précisément sur mon métier d'avocat, en quoi le fait de dialoguer et d'avoir une bonne éloquence est fondamental, c'est parce que l'avocat entend une histoire. L'avocat a une rencontre avec un client qui va lui expliquer sa difficulté. Quelle que soit la difficulté, il faut l'assimiler, il faut avoir l'empathie pour rentrer dans la logique de la souffrance. On ne vient jamais voir un avocat par plaisir, sinon ça va, il y a un petit problème. L'avocat, c'est le docteur du conflit, c'est le soignant des souffrances humaines et sociales. Et donc, le problème de l'éloquence, c'est d'abord de bien dire cette souffrance. Il faut l'art de parler, l'art de convaincre, c'est d'abord de décrire quelle est cette souffrance qui frappe le client, quel est ce conflit qui mine les relations humaines. Et ça, pour moi, bien dire les choses, ça veut dire trois choses. C'est enseigner ce conflit, d'où il vient, comment il est et de quoi il est composé. Après, le deuxième stade de l'éloquence, c'est émouvoir. Il faut arriver à intéresser son adversaire, le juge ou la personne en face, il faut l'émouvoir. Et la troisième chose, bien évidemment, il faut lui plaire. Il faut que la thèse qu'on développe, elle plaise. Et on arrive donc au deuxième stade. Quel est le deuxième stade de l'éloquence pour l'avocat? Pour moi, c'est d'arriver à enflammer. Il faut que mon propos vous convainque. Il faut que vous soyez certain qu'un avocat, c'est indispensable dans la cause que vous subissez, dans le drame qui vous frappe, dans le conflit qui vous oppose avec votre voisin, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos grands-parents, dans le conflit, il faut qu'on arrive à enflammer de la manière à comprendre la légitimité de votre position et bien sûr le succès qu'elle peut avoir auprès de la personne à qui vous l'exposez. Et on en arrive au troisième et dernier stade de l'éloquence, c'est la défense pure et dure, c'est-à-dire construire une argumentation qui fasse que celui qui m'entend là se dit mais bon sang, il a raison, donc c'est pas possible de penser autrement. Donc s'il a raison, ça veut dire qu'il va gagner la cause pour laquelle il doit rendre compte, il doit établir la vérité. Donc pour moi, l'avocat, le maître mot, c'est justement l'éloquence, c'est-à-dire cette capacité à bien dire les choses, à enflammer quand c'est nécessaire, parce que enflammer, c'est aussi prendre des risques. On peut aller à contre-courant, on peut tout faire avec la parole. Et c'est là où l'éloquence est fondamentale, car il n'y a jamais de cause définitivement perdue. Et c'est là convaincre quand tout se prête à penser qu'on est condamné, l'avocat doit arriver à démontrer que c'est un postulat faux de départ. Chaque personne humaine mérite défense. Et donc, à partir de là, il appartient de mener ce véritable combat de l'éloquence pour arriver à convaincre l'humanité que chaque cause humaine comporte en elle-même.
Wow, beaucoup de contenu, beaucoup de contenu. Merci Olivier sur cette réponse-là. Effectivement, j'ai noté, hein, si tu le permets, et j'ai noté donc 3 points pour toi, hein, 3 points. Donc, d'écrire, enflammer, ok, et défendre, hein, finalement, hein, Pour convaincre. pour convaincre, défendre pour convaincre, hein, en tant que tel. Et dans la description, c'est renseigner tout d'abord. Plaire, hein, plaire. Alors, plaire, j'imagine, mais peut-être que tu en parleras un petit peu plus tard, parce qu'on aimerait peut-être, on n'est pas tous des professionnels, hein, peut-être qu'on est du palais de justice, peut-être que tu parleras de comment fonctionne une plaidoirie, mais ça sera peut-être une prochaine question. Et enflammer, donc enflammer, j'imagine enflammer l'ambiance, mais aussi enflammer les personnes qui prennent la décision, hein, pour ton client, hein, en tant que tel, hein, et bien sûr la défense pour convaincre. Euh, tu nous as parlé donc de l'éloquence pour toi. C'est une question alors qui est un petit peu en lien avec ce que tu viens de dire, mais je la pose parce qu'on s'était mis un petit peu d'accord sur ça. Pour toi, l'importance de l'éloquence dans ton métier d'avocat. Grosso modo, comment les arts oratoires te sont utiles et précieux dans ton travail? Et question bonus, lesquels sont le plus utiles pour toi? Tu as parlé tout à l'heure hausser la voix, enfin, j'ai cru comprendre, mais voilà, dis-moi. Alors, au niveau de l'art oratoire, c'est le premier souci, quelle que soit la situation, c'est la connaissance du dossier. C'est-à-dire qu'il y a un être humain, il y a une situation, il y a un conflit, et il faut que l'avocat, par son style, par son engagement, par les mots qu'il choisit, démontre et impose le fait qu'il maîtrise parfaitement son dossier. Une faille dans la connaissance du dossier peut être catastrophique dans tout le raisonnement qui va se dérouler. Donc, première chose, connaissance parfaite du dossier. Deuxième chose, c'est la construction du discours. Alors moi, à tous Bien. mes collaborateurs, à tout ça, je dis chaque fois, le métier d'avocat, c'est d'abord de construire un plan. Il faut toujours avoir un plan. Sans plan, on est perdu. Donc, le temps de plaidoirie est un temps, justement, que je viens de décrire, un temps où on s'enflamme, un temps où on défend, et tout cela pour convaincre. Et donc, comment on peut arriver à le faire? Il faut avoir une logique dans l'évolution de la pensée, et donc, le plan est essentiel. Est-ce qu'on va commencer par dire on pourrait penser que, cependant, la pièce numéro 28, la pièce numéro 32 démontre qu'en réalité, la thèse d'évidence s'effondre. Et pourquoi? Et on le déroule. Donc, le deuxième élément après la connaissance du dossier, c'est l'élaboration d'un plan. Troisième élément, et qui est fabuleux, qui moi m'excite toujours à chaque audience, c'est l'inattendu. C'est être prêt à être confronté à l'inattendu. L'adversaire n'est pas toujours très loyal, donc s'attendre à la déloyauté potentielle à la barre d'un adversaire. Le juge peut s'endormir. Donc, comme sur ta photo, Bruno, le rôle de l'avocat, c'est de le réveiller à bon escient. Si l'argument n'est pas bon, laisse-le dormir, parle doucement. Si tu as envie de vraiment d'insister sur un argument, répète, reviens, insiste. Donc, tous ces arts oratoires, c'est être confronté à une situation qu'on découvre en direct, la beauté de l'humanité, la beauté de l'auditeur, et cette beauté de l'auditeur, le métier, c'est de le convaincre, et donc d'être toujours en capacité de réagir face à l'inattendu de l'audience. Donc pour ça, un avocat comme dans l'art oratoire, c'est essayer le plus en amont de connaître le milieu. Quand je vais au conseil des prud'hommes, je veux savoir bien regarder qui sont les conseillers prud'hommes, où sont les salariés, où sont les employeurs, pour essayer de convaincre, puisque soit on est employeur, soit on est salarié, il faut convaincre un des juges du camp adverse. Donc choper, si on défend un employeur, l'avocat salarié en disant, dis-moi, c'est évident, il a fait le photographe, tu vas le comprendre. Donc tu vas amener le juge à dire, mais putain, il a raison, et je vais voter avec les employeurs. Et à contrario, si on défend un salarié, il faut démontrer, mais c'est un scandale d'avoir licencié, c'est pas possible, cet homme, etc. Les conditions dans lesquelles il a été licencié sont vexatoires. Donc, c'est la connaissance du milieu, le regard, les gestes, la parole, la construction du plan et le déroulé de la thèse. Donc, cette culture d'adaptation à l'inattendu est fondamentale. Enfin, et le dernier élément que je veux souligner, c'est pour ce métier d'avocat, et surtout puisque tu m'as fait l'honneur de me poser la question sur la ville, c'est pour moi un avocat est de manière
incontournable un fin connaisseur de la situation locale. Il faut parfaitement connaître le milieu dans lequel on évolue. C'est-à-dire, moi, tous les matins, la journée commence par lire la Provence de A à Z pour savoir ce qui se passe dans ma ville, pour savoir où sont les événements, etc. Car l'inattendu dont je viens de parler est conditionné par ce qui se passe. Et notamment, bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas être un bon avocat si on ne maîtrise pas la situation de l'Olympique de Marseille, par exemple. Allez, je voyais Ça te fait rire, mais ce n'est pas forcément drôle, parce qu'on sait que 80% de la population est intéressée. Donc, c'est un ressort qui permet de rebondir, qui permet de relancer et qui permet de démontrer que l'avocat est au cœur de la vie sociale, etc., et qu'il n'est pas déconnecté. C'est un exemple, hein, c'est pas… Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle en anglais, pour créer du lien, du small talk, voilà, comme on dit, pour créer de la conversation. C'est effectivement d'être au cœur, alors si ce n'est des préoccupations, on va dire peut-être des passions, hein, ou tout du moins des sujets sur lesquels on peut créer du lien, rapidement quand on doit rentrer en communication. Tout à fait, Olivier. Alors j'ai bien noté tes trois aspects, ton triptyque, maîtrise, bien sûr, du dossier. Alors là, je pense que, sauf erreur de ma part, hein, tu es d'accord avec moi, c'est la maîtrise donc des faits et de la technicité aussi, hein, en tant que telle, hein, par rapport à la loi, hein, et par rapport aux études que tu as faites et l'expérience que tu as. Et donc les deux autres, c'est construire, avoir un plan dans la poche, j'aimerais dire, hein, avoir un plan, hein, est-ce que je peux dire avoir une carte finalement, avoir une carte pour avoir le chemin pour y arriver. À ce sujet, est-ce que tu as allez, on est entre nous, hein. Est-ce que tu as des plans déjà tout faits ou je veux dire, tu sais, je mets un petit peu, j'enfonce les portes ouvertes, tu sais, les thèses, antithèses, synthèses, ou tu as des plans ouverts, enfin, je veux dire, est-ce que tu pourrais nous partager, si tu peux nous partager, hein, quelques astuces dans la construction de tes plans? Alors, mon cher Bruno, je vais te décevoir parce qu'il n'y a aucune astuce. Pourquoi? Parce que… Attends, écoute bien ce que je te dis. C'est parce que tu viens de le dire, c'est la beauté de mon métier. Ce qui m'excite tous les matins en allant travailler, c'est que je ne sais pas comment je vais monter le plan de chaque dossier. Et cette exigence, oui. En fait, ma réponse, elle peut être pour moi que celle, je le prépare. Juste avant de me coucher, je vais le relire. Le travail, la puissance du travail nocturne va remettre des idées en place, etc. Excellent. Le matin, je me relève, j'ai des idées, mais bon sang, la pièce 29, je ne la mets pas avant la 14, je vais la mettre après la 17. Et ça va être un ordonnancement d'idées qui peut être bouleversé à tout moment. Je pars sur une thèse strictement juridique par une analyse de jurisprudence. Je vois que le juge, ça l'emmerde profondément, soit parce qu'il s'en fout complètement, parce qu'il pense que je suis sorti du dossier, soit au contraire, ça le passionne, il m'arrête, il me dit « Ah bon, la Cour de cassation dit ça maintenant ?» Alors du coup, le plan est bouleversé, je fais un petit cours de droit théorique où j'en viens, mais pourquoi les juges pensent dans ce sens, même si je crée un peu de la jurisprudence, c'est la beauté de mon métier, et donc, à partir de là, le plan peut être à tout moment remanié. Donc, tu as raison, c'est à la fois, évidemment, il y a la construction du plan comme on l'apprend dans toutes les facultés, quel que ce soit en philo surtout, puisque c'est les cours de philo qui m'ont le plus apporté. Certes, thèse, antithèse, synthèse, mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On est, d'abord, tu racontes une histoire. Deuxièmement, tu dis, est-ce que tu vas dire, est-ce que l'histoire, elle est forcément vraie et tu arrêtes tout et tu déclines uniquement parce qu'elle est vraie? Ou alors, est-ce que tu attaques frontalement? L'adversaire va vous dire, et du coup… Donc, justement, la beauté de mon métier, c'est qu'à aucun moment, on ne peut arrêter un schéma décisif et définitif. Et c'est pour ça que l'écrit est catastrophique pour nous. Parce que si tu n'es lié que par les écritures, tu n'es plus soumis à quelqu'un qui te regarde en face et qui dit « Non, là, excusez-moi, soit j'ai rien compris, soit ça ne tient pas la route, etc. » Donc, la beauté de l'art oratoire de l'avocat, c'est de te regarder et de me dire bah, « Ça va, là, Bruno, il a compris, donc j'arrête l'argument. » Maintenant, si tu n'as pas compris, je recommence à zéro. Donc, c'est un feeling. Vu ton sourire, tu as l'air de comprendre. Donc, oui, ça me fait penser. Chose pour moi. Ça me fait penser. Je vais arriver. C'est bien, tu me tends des perches pour ma prochaine question. Mais à t'écouter, on parlait de cartes tout à l'heure. J'ai l'impression que tu es passé de la carte Michelin à une carte, à un plan GPS qui se reconfigure.
par rapport au trafic, entre guillemets, ou tout du moins à l'inattendu, c'est ça ma troisième question. Hein. Tu parlais d'inattendu, de surprise, ok. Et c'est là où j'aimerais venir te questionner. Comment tu ressens que ce que tu dis, ce que tu plaides, hein, plus précisément, euh, ça passe à travers l'esprit, notamment du juge. Ça ne l'intéresse pas. Comment tu sens ça? Dis-moi, est-ce que, avec ton expérience, sur quoi tu te bases? Ben, la première des réponses, elle est évidente, elle est visuelle. Si le juge Visuel. souffle, Très bien. ah oui, oui, tu vois la personne, quand on parle à quelqu'un, si tu l'emmerdes, ça se sent tout de suite. Si tu le désintéresses ou si tu le passionnes, tu le vois. Tu le vois par la manière. Si un juge prend des notes, c'est que il a quelque chose à écrire. Maintenant, si tu vois qu'il fait des grands dessins, c'est qu'il s'ennuie profondément. Donc, on regarde la manière dont il touche son stylo, on Très bien. regarde Très oui, bien. s'il fouille, s'il va dans les écritures, j'ai dit, vous lirez en page 28 de mes conclusions que je Très développe bien. cet argument. Cet argument, ce matin, pour moi, il est essentiel parce que dans la nuit, vous avez la confirmation. Prenons par exemple complètement improvisé de ma part. Si aujourd'hui j'ai un problème d'arrêté de péril sur un immeuble, il est évident que si la discussion va se transférer sur ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne à Marseille, la coloration sera très différente par rapport à un arrêté de péril qui est complètement indépendant, où le juge va être beaucoup plus intéressé par une cause. Par contre, si on est dans le centre-ville de Marseille, peut-être qu'on s'inscrit dans une logique où le juge va m'arrêter en disant oui, le tribunal connaît parfaitement la situation, les causes, etc. de la rue d'Aubagne, alors que si ça se passe à Saint-Julien, ça sera complètement différent. Donc, c'est la réponse à te faire, Bruno, c'est une adaptation permanente à l'ambiance d'un moment. Et ce moment, c'est vraiment le moment génial, c'est le moment de la rencontre où la conviction doit emporter. Mais ceci dit, mesdames et messieurs, le regret, c'est que parfois on part très content. Putain, je me suis régalé, j'ai bien plaidé, et on s'en prend une. Alors ça, c'est terrible, quoi. Oui, c'est pas une science exacte, hein, Non, c'est ce que tu es en train de me dire là. Hein. Donc oui, effectivement, à t'écouter, donc tu te bases beaucoup sur le visuel hein, en tant que tel, hein, pour essayer de voir, de jauger, j'aimerais dire, hein, de jauger comme on dit, hein, la lecture, comme on dit dans certains milieux, la lecture à froid, c'est-à-dire la lecture sans poser de questions, juste au regard. Et comment tu fais quand tu sens qu'il est perdu, comment tu fais pour le rattraper, quelles petites astuces tu pourrais donner à des personnes qui nous regardent là quand tu vois que, alors là on parle du juge, hein, mais si on peut l'élargir, hein, des personnes qui manquent d'attention quand tu leur parles. Comment tu fais toi pour rattraper le coup? mais là, encore une fois, je reviens pour moi, ce qui est fondamental et ce que je dis à mes collaboratrices, c'est toujours d'être au courant de l'actualité. Il faut quelque chose qui permette de rebondir et pour D'accord. raccrocher le dossier est Ok. perdu, on sent que l'accusation tombe sur le client, on sent que le dossier est en train de se perdre. Il faut d'une manière ou d'une autre trouver la passerelle culturelle, intellectuelle, la passerelle qui va Passerelle. Ouais. permettre de Ok. raccrocher en disant ah ben tiens, mais si on pouvait penser autrement, tout accuse ou tout condamne le client, mais il y a une pièce du dossier, ça ne vous fait pas penser, etc. Donc essayez d'accrocher encore une fois, ce qui est fondamental ici, c'est de s'adapter à l'inattendu. À un moment, on va mal, mais comme tu le dis, il faut savoir rebondir. Alors, peut-être un petit silence en disant attendez une seconde, je Bien. cherche ma pièce, un petit Bien. silence, un petit mouvement du corps, on regarde l'assistance, on fait une digression, voilà. Mais il faut voilà, trouver intellectuellement le moyen de rebondir par une petite pause ou un moyen qui permet d'assurer le rebondissement. Parce que je veux juste dire, la carte est toujours verte, donc je peux parler, hein, Oui, irrégulièrement. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je veux juste dire que ça pose la question de la vérité. Le juge cherche la vérité. Nous, j'avance la question suivante, c'est Tu ça? avances sur ma question Ah, qui va arriver. je laisse la poser. Elle est téléphonée. Mais On j'aime ne bien peut ton pas parler idée. à un avocat sans parler de la vérité. Je sais, je sais. C'est pour ça que je t'ai fait un petit clin d'œil hein, sur la Ouais, citation de ouais. Malraux. Mais non, pour résumer, pour les gens qui nous regardent, effectivement, j'aime bien aimer ton aspect de passerelle pour éviter finalement une cassure dans le développement de ton argumentaire ou de ton idée, de ce processus-là sur lequel tu veux amener. On a parlé tout à l'heure de cartes, de chemin, de passerelle. Je vois qu'on chemine un petit peu dans cette pensée-là. Et donc, tu disais, alors, soit un silence pour peut-être
poser les choses, hein, peut-être aussi, qui sait. Sinon, un regard. L'idée, voilà, j'ai bien compris les techniques, hein, que tu nous donnes. Et je vais arriver effectivement à ma question, ma quatrième question. Et ça, c'est une question, j'en suis sûr que ici, vous vous posez tous. Alors, soit actuellement, vous êtes au moins une fois posé par rapport au métier d'avocat ou de l'avocat en tant que tel. Moi, tu sais que ton client, il est coupable. Hein, voilà, tu sais que ton client il est coupable, et pourtant, hein, tu plaides l'innocence. Comment fais-tu, Olivier? Sincèrement, on est Bon, entre nous là. Comment fais-tu? ouais. Avant ça, Bruno, je voulais juste rebondir sur la remarque d'avant, sur les Oui. techniques. Comment on casse un débat qui part à la catastrophe? Et c'est un peu la réponse. Ah, Comment on vas-y, casse... vas-y, vas-y, Alors, vas-y. par exemple, j'avais 3 ans de bar, mais c'est vrai que j'avais un dossier au tribunal de commerce de Marseille où j'étais sûr de gagner. C'était des factures impayées, tout ça, la justification de la commande commerciale, etc. Et j'avais en face de moi un avocat chevronné. Moi, j'étais tout content parce que tout le monde me suivait. Et comment a fait l'avocat chevronné pour me fracasser à la barre? Il a pris son dossier et il a mimé un accident et il a envoyé tout son dossier par derrière la barre, ce qui fait que ça fait un incident. On a dû arrêter parce qu'il en a mis partout. Il s'est excusé, donc il a mis la panique dans la barre. Et du coup, j'ai été un peu déstabilisé. Déstabilisé. J'étais entre la volonté d'aider ce vieux confrère à ramasser son dossier, etc. Et en fait, il m'a dit, je t'ai bien eu, je t'ai cassé ta logique. Ah, bien. Donc, comment dire, Ah, bien, bien, oh. attends, non, non, mais il t'a déstabilisé par le mouvement et par l'inattendu, quoi, hein, finalement, c'est ça. Exactement. Très bien, ouais, ouais, très bien. Ah oui, tu allais vraiment, ouais, dans le Alors, physique, la quoi, quasiment. vérité, Alors la oui, là, vérité. je repose ma question, hein, que tout le monde se pose. Tu sais que ton client, il est coupable, pourtant tu plaides, allez, l'innocence. Comment fais-tu? Alors, cette question, chaque avocat a dû la répondre puisque c'est la question fondamentale. Je rappelle qu'en France, on n'est pas encore dans un système généralisé du plaidé coupable. Donc, entre l'innocence totale et la culpabilité totale, il y a des marges de manœuvre assez grandes. Donc, et c'est tant mieux pour nous, et je me battrai toujours pour ce qu'on appelle le système latin par rapport à, malheureusement, la dominante américaine, où vous voyez aux États-Unis le type, allez, vas-y, plaide coupable, il n'y a plus qu'à négocier la peine avec le procureur. Même si le type, il dit, mais je ne suis pas coupable, etc. En France, c'est différent. En Ok. France, c'est différent, c'est tant mieux. Donc, le rapport de l'avocat avec la question que tu poses, c'est simplement pour moi, quand j'ai commencé ce métier, j'ai fait une commission d'office sur un trafic de stupéfiants et j'avais le seul trafiquant de stupéfiants marocain qui disait moi j'y étais pas dessus alors qu'il s'est fait choper sur le bateau avec les produits sur le bateau. Donc il me dit moi j'y étais pas. Quel est mon métier? Je lui dis monsieur, si vous y étiez pas, sachez qu'au niveau de la condamnation vous allez prendre 6 mois de plus que tout le monde parce que vous allez énerver tout le monde puisqu'il y en avait 15 prévenus, vous êtes le seul à dire j'y étais pas. Mais donc il faut trouver des moyens. Moi, s'il me paye pour dire qu'il n'y était pas, je dis, monsieur, c'est votre droit, mais faites attention, le tribunal ne va pas apprécier. Donc, si vous niez vraiment, sachez que cette responsabilité, vous allez la prendre. Mais ça, c'est le cas le plus simple, c'est-à-dire le type qui est un peu… C'est-à-dire que l'évidence s'impose, il est coupable, et donc on se bat face à une montagne, donc ça fait partie aussi de notre métier. Donc là, tu es là pour diminuer finalement l'intensité, quoi, Voilà, de ce qui va se et prendre, même grosso modo. de faire passer au juge les causes pour lesquelles il conteste encore sa responsabilité, bien que l'évidence et la condamnation vont tenir. Donc, le boulot de l'avocat, là, c'est d'atténuer, de dire qu'il est dans une logique, qu'il ne le peut pas, pour des raisons personnelles, familiales, sociales, etc. Il y a des raisons, peut-être des raisons même pas belles du tout, mais et c'est la beauté de ce métier, contrairement à d'autres, il n'y a pas le parjure en France, justement. Pourquoi? Parce que c'est l'avocat qui dicte la conduite, c'est le client, pardon, c'est le client qui dicte la conduite de l'avocat. Donc, ça, c'est l'élément fondamental. Si le client exige, l'avocat ne peut pas aller à l'encontre de l'exigence du client. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, face à cette question permanente sur notre métier, Oui. c'est aussi la culture du doute et la culture de la preuve. C'est-à-dire que, par exemple, on vit dans un pays où le doute profite à l'accusé. Donc, à partir du moment où il dit « je suis innocent » dans un système et que on sait qu'il est coupable, mais l'accusation n'apporte pas la preuve qu'il La est preuve. coupable, D'accord.
Voilà, c'est une autre citation. Je préfère avoir un innocent. Comment il dit? C'est Voltaire qui C'est disait. Voltaire, oui, c'est Oui, Voltaire. je préfère avoir un innocent en liberté que 10. Non, un coupable en liberté, pardon. Je préfère avoir Que un 10 coupable en innocents liberté emprisonnés. que 10 innocents en prison. Donc, Tout cette à fait, question aussi détermine le système français. tout à fait. Eh ben dis donc, c'est tout un art, hein, c'est tout un art tout ça, tout un art. Il nous reste encore quelques minutes, il nous reste 2-3 minutes, 2-3 minutes. Moi j'aimerais terminer avec une question, avant de nous quitter, avec ton expérience. Ici, là, on est quasiment plus de 60 personnes. Est-ce que tu pourrais nous partager, allez, un conseil ou deux, parce que je sais que tu es très généreux, mais d'abord un conseil sur la prise de parole à nos membres. Comment convaincre plus facilement? Voilà, comment convaincre plus facilement? Par quoi on peut commencer? Comment convaincre plus facilement? Par quoi on peut commencer? Oui, ou si tu as une technique concrète, quelque chose, voilà, quelque chose à partager. Ben, chercher le sujet qui rassemble. Quand on veut convaincre, il faut trouver. C'est pour ça que, enfin, aussi stupide que soit l'exemple, mais à Marseille, je sais, par exemple, la première fois où j'ai rencontré Toastmaster, je m'en souviens que je suis tombé sur cette épreuve et tout de suite, il m'est venu, je connaissais personne à Toastmaster et je me suis dit, je vais mélanger OM et PSG. Donc, je prends sur un conflit Marseille contre Paris avec OM PSG. Je suis sûr que par cet axe, les Parisiens contre les Marseillais, je vais pouvoir intéresser l'auditoire d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, ma réponse, c'est que le préalable, c'est d'être conscient de ce qui peut le plus possible toucher l'auditoire. Toucher, relier, Voilà. relier. Voilà. Il faut que l'auditoire se dise ah, ça m'intéresse. Il faut capter l'intérêt de celui qui écoute. Si Très on part bien. sur un truc, les escargots en Bourgogne, peut-être que tout le monde s'en fout. Donc, par contre, Marseille, si on fait Marseille-Paris, tout le monde est un peu concerné d'une manière ou d'une autre. Oui, aller chercher finalement les éléments qui nous rassemblent plutôt qu'ils nous Exactement. divisent. Plutôt qu'ils nous divisent. Et Dieu sait qu'on en a besoin actuellement dans la période que l'on traverse, effectivement. Et donc, c'est un petit peu comme tu dirais, j'ai bien aimé tout à l'heure les passerelles, lancer des ponts, Voilà. hein, un petit peu, hein, lancer des ponts, Exactement. même si parfois les ponts ne fonctionnent pas, tu l'as dit, hein, mais l'idée, c'est le seul risque que l'on prend. Moi, je dis souvent, le seul risque que l'on prend, c'est quand on pose des questions, le seul risque que l'on prend, c'est d'avoir un oui, hein, parce que le non est toujours acquis, comme on dit souvent. Très bien. Alors, notre interview touche quasiment à sa fin. J'aimerais, moi, te terminer sur. Je sais que tu es quelqu'un de très actif. Hein, ça fait 33 ans que tu es avocat au barreau de Marseille. Tu as été fondateur de l'accès au droit. Je sais que tu es une personne pleine de ressources. Quels sont tes prochains projets pour les mois ou peut-être les années à venir? Qui sait? Ben, moi, les prochains projets, c'est notamment participer à tout ce qui peut se décliner à partir de Toastmaster. Je trouve que votre association est vraiment phénoménale. Elle est utile Merci. partout. Alors, comment on peut la décliner? Parce que je crois qu'il y a un mouvement intéressant dans la société de remettre de l'oralité, de Oui, remettre, puisque j'apprends que M. Blanquer remet les grands oraux, etc., qui me paraissent essentiels parce que j'ai toujours critiqué, par exemple, en médecine, les médecins ne sont pas évalués sur le rapport oral avec le malade. Alors que, à mon avis, enfin, moi, je parle de moi, hein, et je pense que tout le monde sera d'accord. Je pense que quand on va chez le médecin, la première chose qu'on veut, c'est de l'empathie, de la compréhension, de l'écoute. Et les tout à médecins ne fait, sont pas formés à ça. tout à D'où fait. je suis un militant, peut-être pas suffisamment actif chez vous, mais je trouve que ce que fait Toastmaster avec les valeurs qui sont les miennes, c'est-à-dire premièrement la bienveillance, qui est exceptionnelle, c'est-à-dire aider les gens à prendre la parole en public avec bienveillance, être capable, comme tu dis, d'applaudir tout le monde, même si le propos est nul. Donc c'est assez extraordinaire. Et troisièmement, justement, comme tu dis, de faire ces passerelles. Comment est-ce que mon propos, que je pense pas bon, il peut être séduisant et intéressant. Et Tout donc à je fait. vous félicite parce que la dernière soirée que j'ai vécue au patronage avec vous, il y avait une personne handicapée qui avait été absolument remarquable, qui avait Oui, même distribué des petits bonbons à tout le monde, etc., et qui avait fait une prise de parole absolument émouvante. Et pour moi, ça restera. Donc, moi, l'avenir, c'est avec vous que j'aimerais bien le développer parce que ce que vous faites, c'est vraiment une nécessité humaine et sociale
pour combattre l'hégémonie des écrans. C'est lamentable de Oui, voir les gens se replier sur les écrans alors qu'il y a tant de richesses à discuter entre nous. Donc remettre le dialogue au ça. Et je pense, alors peut-être à la différence de vous, je pense que ça doit toucher toutes les générations. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir des plus petits jusqu'aux personnes âgées qui sont, tu connais mon quartier de Vauban peut-être autant, sinon mieux que moi, toutes les personnes âgées isolées qui aimeraient rencontrer, qui aimeraient qu'on discute avec elles, qu'on les fasse venir, participer, tout raconter à leur fait. vie d'époque et tout ça. Donc mon chantier, à mon sens, premier, c'est de rétablir justement ce dialogue, cette capacité d'être capable de parler à son voisin, de parler voilà, à celui qu'on rencontre, quel que soit son âge, sa condition, etc. Et on est sur un projet en commun, hein, des balbutiements des propositions que je t'ai faites sur des ateliers de dialectique. Hein, de Voilà, dialectique. exactement. Alors, Après, voilà. c'est la construction, c'est ça, Ouais. l'élaboration de plans. Parce que je pense aussi, ça, enfin, je vais me faire gronder par Irina. Le dernier élément, c'est comme tu dis, moi, je le vois avec les jeunes. Mon souci premier, je reviens à une de tes questions, Bruno, Oui, c'est d'essayer d'avoir une structuration de la pensée aujourd'hui. Parce que tout à fait. le drame de notre société, c'est l'impérialisme des petites phrases et de revenir au discours. Il faut Tout à revenir au fait. discours. Sans aucune pensée politique, je crois que la loi séparatisme dont tout le monde a parlé là, sur le problème du radicalisme musulman, mais je crois qu'on a eu à l'Assemblée nationale un discours absolument phénoménal de Jean-Luc Mélenchon, qui est un orateur hors pair. Et même si on n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui est mon cas, je ne suis pas un fan de Jean-Luc Mélenchon, ceci dit, je sais que dans la loi séparatisme à l'Assemblée nationale, il a fait un cours d'histoire, de D'accord. philosophie, de reprise, justement un argumentaire, quelle est la place de la religion dans l'être humain, dans l'organisation sociale, etc., qui a généré du respect de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, par la présentation, la culture et la capacité d'échanger des idées sur des sujets aussi difficiles. Donc remettons la pensée structurée, la pensée bien dite et la pensée qui essaye de convaincre au cœur de nos sociétés, et arrêtons de nous gargariser avec des petites phrases, avec des petits flashs, etc. En Ouais. clair, coupez BFM Télé et allez à Toastmaster. Oh, merci, merci pour cette publicité. Je pense qu'il va falloir qu'on sorte le chéquier, Irina, hein, parce qu'on a encore un peu d'argent sur le compte de l'assaut là. Bah, Merci, c'est Olivier. surtout arrêter le couvre-feu, ça s'appelle, parce qu'on ne peut Oui, plus là.